l'histoire nous rattrape. L'histoire, elle constitue notre présent. Et oublier son histoire, ou bien l'histoire en général, c'est mal vivre le présent. Il est certainement établi que la Deuxième Guerre mondiale est un événement des plus dramatiques de l'histoire humaine, avec ses conséquences sur un peuple, le peuple juif, qui a vécu une extermination à une échelle industrielle sans pareille. Le Coran nous parle du peuple juif, souvent, avec ses hauts et ses bas. Et le musulman, il est sensible à l'histoire du peuple juif, théologiquement parlant. Je rappelle ici que les musulmans, lorsqu'ils jeûnent le jour de Ashura, l'équivalent de Pessah, justement, ils jeûnent ce jour-là pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse et son peuple. Donc le musulman ne peut pas être insensible à cette histoire. Et certainement, la Shoah est un drame qui a touché toute l'humanité. Mais attention, il y a des aspects de l'histoire qui se répètent. On n'est pas à l'abri d'une réminiscence de cette violence dans notre société. Nous sommes le 11 novembre, 13, en septembre 26. Le 13 novembre, une année après le drame que nous avons vécu à travers le terrorisme malheureusement attribué à notre religion qui est l'islam. Il y a un renversement de l'histoire. Les victimes d'hier peuvent devenir les criminels d'aujourd'hui. Les criminels d'hier peuvent être des victimes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous partageons ce que nous avons de commun, notre humanité, avec ses hauts et ses bas. Et donc nous avons la chance aujourd'hui d'assister à l'histoire en direct, puisque nous avons l'honneur d'accueillir un témoin vivant de cette histoire, de cette entreprise d'extermination systématique, sans discernement, du juif parce que juif. Et hier c'était le juif, aujourd'hui peut-être ce sera autre chose. Ce qui frappe l'autre peut me frapper moi-même. Donc ce n'est pas une question uniquement une question du juif, c'est une question de l'humanité. Sachant que le juif, dans le dispositif théologique musulman, a une particularité. Je rappelle que parmi 25 prophètes du Coran, 25, 20 sont des juifs. Nos prophètes, majoritairement, sont des prophètes juifs. Et donc c'est un peuple qui a une proximité par rapport à notre tradition. Donc on ne peut pas être insensible à cette histoire. On a la chance aujourd'hui d'accueillir parmi nous Elisabeth Santuc, qui est l'une des derniers témoins qui a vécu ce drame en direct. Et sans tarder, je voudrais lui céder la parole, si vous pouvez lui passer le micro. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honorée et je vous remercie à tous. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis née en Transylvanie en 1923. Je vais avoir donc 93 ans, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vécu et j'ai subi, ainsi que mes parents. Nous étions une grande famille. J'ai compté 150 personnes de ma famille que j'ai perdues.
Et ça a commencé en 1941. C'est la Hongrie qui occupait la Transylvanie, là où je suis née. Et il y avait des personnes, la Hongrie est commencé là à être fasciste. Et alors, pour commencer, jusque-là, on vivait tranquille. Il y avait des Roumains, des Hongrois, des Juifs qui étaient ou roumains ou hongrois, ça dépend où c'était qu'on est né. Et puis, on vivait en bonne intelligence. Il y avait des Allemands aussi dans une région, mais c'était loin de chez nous. Et donc, on vivait en harmonie jusqu'en 1944. Donc, c'était la Hongrie qui a occupé la Transylvanie et l'antisémitisme montait. Il commençait là. On ne nous a pas arrêtés carrément dans les... il fallait se recenser. On a été se recenser comme on voulait être en règle avec les lois. Et alors, on a, quelque temps après, on a dit, on nous a rassemblés dans la cour de la synagogue et on nous a dit, tenez-vous prêts, parce que tel et tel juif habite dans cette rue et préparez-vous à être déplacés. Et on a donc préparé nos affaires, chacun un petit sac à dos. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'avais, à 44, j'avais donc 20 ans, et j'avais un frère de 18 ans, un autre de 14 ans, et un petit frère de 10 ans, et ma petite sœur qui avait 6 ans, dont mes parents. On vivait tranquillement, mes parents, ils tenaient les bains, ils étaient en gérance. Les bains communaux, c'était, il y avait les douches, les baignoires, les bains rituels et le hammam. Et alors on n'était pas riches, on vivait bien, mais on n'était pas riches du tout. Et alors on se tenait prêt pour être déplacés, on nous a dit. Tout de suite, on a été amenés dans une briqueterie désaffectée et on a vécu. D'abord, il fallait donner les bijoux, tous les bijoux et l'argent qu'on avait. Et après, on est parti dans une camionnette découverte. Et puis, je me rappelle toujours ma mère qui disait qu'elle avait le pressentiment que c'est la dernière fois qu'elle voyait notre commune. Et alors, moi, j'étais loin de penser à ça. J'ai dit, mais non, on va revenir, la guerre ne dure pas longtemps. On était donc en 1944. L'Allemagne, c'était sûr qu'il perdait la guerre. Et je croyais que c'est juste déplacé pour quelques mois. Et on a vécu donc dans la poussière, c'était
il y avait tous les Juifs de l'alentour, de toute la département, de tout le département qu'on habitait. Il y avait 22 000 personnes. Et alors, quelques jours après, les transports commençaient. Et alors, je regardais partir des convois. C'était, je les enviais presque parce que je croyais que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a enduré à ce moment-là. On couchait par terre dans la poussière, on mettait des draps et on a vécu, on n'avait plus d'argent, alors on nous faisait dans un grand chaudron, on nous faisait une soupe et on n'avait qu'un repas par jour. Et puis, elle n'était pas toujours bonne, mais mon père, il avait la possibilité de sortir quelquefois, et puis il nous procurait un peu de pain. Et alors, quand notre tour est arrivé, on était prêts, et on nous a embarqués, on nous a amenés à la gare, embarqués dans des wagons à bestiaux, et il y avait la bousculade parce qu'on ne voulait pas que les familles soient séparées. On est tous ensemble, on est monté dans le train et c'est là qu'on s'est aperçu que c'est plus des gendarmes hongrois, mais des SS qui nous escortaient. Et le voyage a duré 4 jours et 4 nuits. Parce qu'on est arrivé le 4e nuit, parce qu'on nous, quelquefois, quand les gares étaient occupées par nos trains, nos wagons, on nous mettait sur voie de garage et on restait comme ça longtemps. Et alors pour l'hygiène, j'en parle pas, c'était dans un coin devant le grillage qui nous faisait un peu d'air et après quand on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a plus besoin d'aller aux toilettes. C'est le 4e nuit, on est arrivé en quelque part, on ne savait pas. On savait qu'on roulait vers le nord parce qu'on a vu les gares défiler par la lucarne et on est arrivé en quelque part, le train ralentissait, on nous a ouvert les portes et on nous a dit de descendre, laissez vos bagages dans le wagon, vous allez le retrouver plus tard. Et à l'extérieur, je voyais qu'il n'y avait plus que les SS et alors des gens, des personnes, des hommes surtout, avec un drôle de costume à rayures et puis un béret aussi rayé sur la tête. Et moi, j'ai entendu parler que c'est que les bagnards qui étaient habillés avec des costumes à rayures. Je dis que quand même, c'était pas la bagne. On nous a fait donc sortir, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les enfants, les garçons nés jusqu'à 10 ans, restaient avec leur mère, et puis ceux qui étaient plus de 10 ans partaient avec le père. Et alors, comme c'était la nuit, on n'a pas vu tout de suite que les hommes partaient vers notre direction. Et quand
on avançait en rang, et alors il y a tout autour c'était la nuit noire, et alors il fallait avancer. On a vu que de loin qu'il y avait des personnes qui partaient à droite, d'autres à gauche, et quand on s'est approché, on a vu que il y avait un officier SS, il y avait une lumière très puissante braquée sur nous, et puis il fallait passer. Quand on s'approchait, on a vu qu'il y avait cet SS, et tout autour il y avait ces personnes, ces bagnards avec le costume rayé, et on a vu on a constaté qu'il y avait qui passaient d'un côté ou de l'autre. Et quand notre tour est arrivé, moi je tenais la main de ma petite sœur, ma mère tenait mon petit frère de 10 ans, parce que les hommes, avec mes deux frères aînés, celui qui avait 14 ans et celui de 10 ans, étaient partis avec mon père. Et quand mon tour est arrivé devant ma mère, on lui a fait signe de partir vers la gauche, et avec mon petit frère. Et quand mon tour est arrivé, il me l'a demandé: "Ist dein Kind? C'est ton enfant?" Et j'ai dit: "Non, c'est ma sœur." Et il m'a fait signe de lâcher la main de ma petite sœur. Et elle est allée en courant rejoindre ma mère. Et moi, j'ai pas protesté, parce que je savais qu'on allait pour travailler. On nous a dit que nous allons pour travailler. Et j'ai regardé, j'étais étonnée quand même. J'ai regardé ma petite sœur, si elle a bien rejoint ma mère, et j'ai vu que ma mère s'est arrêtée. Elle tendait les bras vers moi. Elle disait à quelqu'un qui était à côté d'elle qu'elle voulait que j'y aille avec elle. Mais alors, elle était poussée, et moi aussi de mon côté, j'étais poussée, mais pas brutalement, mais fermement. Et c'est la dernière image que je regarde de ma mère et ma petite sœur qui tendaient les bras vers moi. Et c'était la dernière image. On s'est mis en rang, on nous a dit de se mettre en rang, et tous les jeunes, j'ai vu, on s'est mis tous en rang, et puis il fallait qu'on avance. On nous a conduits vers comme il commençait déjà à faire jour. On a vu de loin, il y avait des baraques noires, sans fenêtres, et on a fait avancer. Et quand on est rentré, parce qu'il y avait plusieurs camps, on est passé devant, et puis on savait pas, on savait qu'on nous mettait dans des baraques, mais des baraques comme ça, c'est pas imaginable. C'était des chalets de les deux côtés des murs, et alors c'était pas des lits, c'était des niches. Et alors on nous a entassés à 3 niveaux, 4 dans chaque niche. Il n'y avait pas de matelas, on appelait ça des lits. Il n'y avait pas de matelas, il n'y avait que les planches et 2 couvertures pour 4. Et comme il faisait encore nuit, on restait, mais oui, avant, on nous a tendus
avant d'arriver, tout de suite en arrivant, on nous a tondu tous les cheveux à ras et déshabillés complètement. Et on nous a pris nos vêtements. Là, laissez vos bagages, tout ce que vous possédez. Déshabillez-vous complètement. On nous a fait rentrer dans une pièce. On a vu tout un pas de mur avec des fours, des portes de fours. C'était séparé par une barrière mobile. Et il y avait derrière des hommes avec le costume rayé, quelques-uns, et qui veillaient. Je n'étais pas étonnée parce qu'on nous a dit qu'on allait se doucher. Et alors, comme mon père tenait les bains-douches, il y avait dans notre commune, il n'y avait pas encore l'électricité. On tenait le bain, il y avait on chauffait voilà, il y avait un grand four pour faire fonctionner les bains. Et alors, j'étais habituée. Je dis, pour tout ce monde, sûrement qu'il faut beaucoup d'eau chaude. Et alors, on nous a donc fait déshabiller. On était toutes nues. On a gardé que les chaussures. Et on a été, après douché, on est sorti de la douche. Il y avait une grande table devant laquelle se tenaient des personnes, des prisonnières aussi avec les cheveux courts. C'était des personnes sûrement qui sont arrivées avant nous. Et il y avait une grande table avec plein de vêtements, des robes. On était donc toutes nues. On nous a donné une culotte qui était fabriquée là-bas, parce que des culottes comme ça, on ne trouve pas dans le commerce. Et une robe qui n'était pas notre robe. Elle regardait à peu près la taille que c'était. Et puis elle donnait une robe comme ça. Une robe déjà qui était portée, parce que la mienne, elle avait encore une odeur. Qui n'était pas le mien, et puis il fallait se mettre en rang, donc avancer. Et alors, donc, quand on est arrivé dans cette baraque, on nous a partagé, pas toutes dans la même baraque, parce qu'on était très nombreux, je ne sais pas combien, mais dans la baraque, on était plusieurs centaines. 3 niveaux, à 4 dans chaque lit. Et alors, après, quand on nous a sortis, il fallait se mettre en rang. Il faisait encore noir. Il fallait se mettre en rang par 5. Et il fallait rester quelquefois des heures. Ça, c'était tous les jours. Des heures durant, on vient nous compter. Et alors, dans chaque baraque, il y avait un chef de baraque qui était des personnes choisies parmi les prisonniers. Ça fait que nous, on n'avait pas de contact direct avec les SS. Ils venaient nous compter. Et les responsables, c'était les chefs de baraque. Alors, on a dit qu'elles sont des prisonnières comme nous, mais elles étaient... on leur a donné la responsabilité de faire exécuter ce que on leur commandait. Alors, ils mettaient de bon cœur de faire
tout ce que les SS leur recommandaient. Et c'était comme ça tous les jours, dormir sur les planches. Ça faisait, moi je n'arrêtais pas de pleurer, et le lendemain on a été demandé à ce chef de baraque où sont passés nos baraques, où est le camp des personnes, de nos parents, des enfants, et elle nous a amenés devant la baraque, et on voyait de loin une grande cheminée, mais c'était assez loin. C'est une cheminée qui fumait. Et elle nous a dit, eh bien, voyez la fumée là-bas loin, et vos parents, ils sortent par là. Et on ne voulait pas le croire. On a dit, elle nous dit ça parce qu'elle est méchante. Et puis, moi, j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que c'était bien vrai. J'ai mis des mois parce que je suis restée alors à Auschwitz. Alors après, j'ai su que c'était à Auschwitz que j'étais. C'était que des baraques comme ça. Et tous les jours, c'était la même chose. On nous mettait dehors pour nous compter. On venait nous compter. On restait des heures dans le froid, sous la pluie, et on venait nous compter, et on restait dehors, même après. Et à midi, on nous portait les gros bidons remplis de nourriture. Alors, il n'y avait pas d'assiette, puisqu'on a laissé pas de trousse à toilette. Moi, je suis restée un an sans brosse à dents. Et alors, se laver toujours à l'eau froide. Alors, les toilettes, c'était une baraque qui était sacrifiée pour ça. C'était des bancs bâtis qui traversaient toute la baraque. Et la baraque était spéciale pour ça. Des bancs bâtis, chaque côté des trous. Et on rentrait par centaines là-dedans pour les besoins de... voilà. Et alors, il y avait une autre baraque, que c'était le washroom. Washroom, c'est la salle de bain. Alors là, c'était traversé par des abreuvoirs. Vous savez, des abreuvoirs pour les animaux. Il n'y avait pas de... Au-dessus, il y avait un tuyau avec des robinets, et il y avait comme ça 4 rangées aussi. Et alors, de l'eau froide, bien sûr, et qui avait une odeur par-dessus le marché, parce que c'était fait avec la canalisation. Sans doute, elle avait une odeur, on ne pouvait pas le boire. Et alors, quand on nous servait à manger, c'était dans une grande marmite. On mettait une grosse louche, et c'était pour 5. Et on n'avait pas de cuillère, alors il fallait boire à même, vous savez, un pot de soupe, à boire on comptait les gorgées qu'on avalait, parce qu'il fallait partager à tout le monde. Mais les premières fois, on tient comme ça 3 jours, on ne veut pas boire après quelqu'un, et puis boire à même la marmite. On a vite assez.
c'était... Moi, je suis restée 3 jours sans boire ma soupe. Et alors, le soir, pareil, il fallait se mettre en rang, rester dehors toute la journée. Et le soir, on nous a rassemblés, pareil, il fallait attendre qu'on vienne nous compter, et ça durait longtemps. Et on avait le pain. Le pain, vous savez, les pains rectangulaires, les pains de mie. Mais alors là, c'était pas du tout le pain de mie, c'était du pain noir rectangulaire. Il fallait le partager en 5, pareil. Et on n'avait pas de couteau non plus. Il fallait attendre qu'un couteau circule et le partager en 5. Et alors ça faisait donc 2 tranches de pain. Et on avait soulac, on a appelé ça. C'était un petit morceau de margarine. Vous savez, les petites plaquettes de beurre. Eh bien, c'était la valeur, mais c'était la margarine. Et quelquefois, c'était 2 tranches de saucisson. Alors, on ne savait pas. Il y en avait qui ne le mangeaient pas, le saucisson. Et il y en avait qui le mangeaient. Et quand on est très faim, au bout de quelques jours, eh bien, on le mange, même qu'on ne sait pas avec quoi il était fait. Et la soupe, c'était quelque chose de gluant, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait quelquefois des morceaux de pommes de terre, des petits morceaux, et on le gardait à celui qui était le plus malade dans le rangée. On savait le partager. On attendait le tour du couteau aussi, et ça durait comme ça 4 mois que je suis restée à Auschwitz. Et un jour, il y avait un rassemblement pareil, c'était au mois de septembre. Nous sommes arrivés au mois de juin. Le 1er juin 1944, à Auschwitz, et alors 4 mois après, il y avait pareil une sélection. Il fallait mettre tout nu, se mettre le vêtement sur les bras, lever un bras et puis l'autre lever, et courir 5 mètres à peu près. Et alors, pareil, il y avait des officiers SS qui faisaient partir à gauche, à droite. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et on nous a fait prendre une douche. Alors, quand on se lavait, je ne l'ai pas dit, on se lavait à l'eau froide, de l'eau froide, mais sans savon, et on s'essuyait avec notre robe. Mais comment voulez-vous se laver les pieds dans les bacs qui faisaient 1 mètre, surtout moi qui était, je mesure 1,50 m, j'attrapais de l'eau dans les mains et je passais sur les jambes et comme ça je lavais le bas, et c'était pareil pour le haut. Et on s'essuyait avec la robe et on a attendu, mais au bout d'un certain temps, on n'a plus la force et on se sentit. Et puis autour de nous, il y avait tous ces morts, parce qu'il y en avait qui ne supportaient pas, il y en avait qui pleuraient tout le temps. À côté de nous, il y avait une jeune femme qui avait un bébé de 11 mois, et à la descente du train,
on lui a dit, ces bonhommes en costume rayé, ils lui ont dit, donne ton bébé à une personne âgée, tu vas le retrouver plus tard. Mais le bébé est parti avec la personne âgée et elle a passé avec les jeunes. Et elle aussi, elle pleurait tous les jours. Tout autour de moi, il n'y avait que des personnes ou des faibles qui tenaient pas le coup. Et puis, tous les matins, on sortait ceux qui décédaient la nuit. Il y en avait au moins 7 par jour. On était plusieurs centaines dans la baraque. On les recouvrait. Et puis, il y avait une charrette qui passait. On les ramassait, les personnes âgées qui passaient avec les jeunes. Ils passaient les premiers, et puis après les jeunes, les très jeunes, je m'appelle, avec nous. Il y avait une petite de 14 ans qui faisait costaud, et elle a fait passer avec nous. Mais à force, elle faiblissait et elle dépérissait. Elle est morte quelque temps après. On supportait. Elle était proche de nous parce qu'on faisait le rang pour nous faire compter ensemble. Et alors, c'est proche. C'était quelqu'un de proche. Et c'est au bout de 4 mois, comme ça tous les jours, je suis tombée malade. J'étais acceptée à l'infirmerie. Il y avait une infirmerie, mais il fallait qu'il y ait de la place. Il y avait des femmes qui accouchaient, parce que quand on est rentré, ça ne se voyait pas qu'elle était enceinte. Mais le temps passait, et puis elles accouchaient, et alors on prenait le bébé, on faisait une piqûre de phénol dans le cœur, ou alors on les étouffait, on les noyait. Et là, moi j'ai vu un cas comme ça, et la maman, elle est devenue folle. Il se passait ces choses. Et moi j'ai survécu à tout ça. À l'infirmerie, il n'y avait pas de médicaments, aucun médicament. Et alors, comme j'étais la peau très blanche, toute la journée dehors, au soleil, j'ai attrapé comme des brûlures. Alors j'étais couverte, tout le visage, tout le bras et toute la jambe, avec des cloques comme des brûlures. On pensait que c'est le soleil, mais la nourriture contribuait aussi. Et j'étais quand même, moi j'étais guérie, et puis d'autres qui mouraient à côté de moi. Et on ne pouvait rien faire. Le seul médicament qu'on avait, c'était des rouleaux de papier crépon qu'on entourait nos plaies nous-mêmes. Et alors, mais là, on avait un lit tout seul pour nous. Moi, j'ai eu la chance de guérir. Heureusement que pour sélection, j'étais tout à fait guérie, et je suis passée de bon côté. On nous a fait prendre une douche chaude avec du savon cette fois. On nous a donné des vêtements propres et on nous a embarqués dans des wagons à bestiaux pareils. Et on était 300 jeunes, et on nous a amenés
on ne sait pas où c'était. C'était en Haute-Silésie, la ville de Görlitz. Alors on a voyagé toute la nuit. Le matin, on nous a débarqués, mais comme on n'était que 300, on nous a amenés dans une petite, on appelait ça la guerre, c'était un camp de concentration. À côté il y avait des hommes, des juifs polonais, mais nous, c'était séparés, dont les 300 jeunes femmes et jeunes filles qui étaient à part. On nous a donné là une assiette en fer, une cuillère, il y avait du savon qui circulait, on se le prêtait l'un à l'autre, et les vêtements, ils étaient propres en arrivant, mais comme on gardait toujours les mêmes vêtements, ça c'était à Auschwitz aussi. Laver nos vêtements, on ne pouvait pas, parce qu'on ne pouvait pas rester toute nue. Mais la culotte, on le lavait quelquefois, à l'eau froide, bien sûr, on le tordait, on se mettait au soleil et on le faisait sécher un petit peu et ça séchait sur nous. Et quand il pleuvait, qu'on se mouillait la robe, avant quand la permission arrive, qu'on peut rentrer. On avait le temps de se mouiller, on a attrapé la bas de la robe, on tordait et puis on le remettait. La culotte aussi, elle séchait sur nous. Alors ceux qui étaient assez solides survivaient, mais ceux qui étaient faibles, toute la journée dehors, on s'asseyait pas. Il n'y avait rien pour s'asseoir. Alors, quand on était trop fatigué, on s'asseyait par terre. Mais là, à Görlitz, c'est une ville qui est en Haute-Silésie et sur la frontière polonaise et allemande. Et le lendemain, déjà, on nous a rassemblés. Il y en avait qui restaient pour l'entretien des baraques, mais là on avait un lit superposé, alors il y en avait une personne en bas, et il y avait un matelas qui a déjà servi, un thé d'oreiller aussi, mais pas de housse, pas de drap, une couverture, et on avait le vacheron, c'était pareil, là où on se lavait, et les toilettes, c'était tout à fait primitif, des planches, mais enfin, c'était mieux qu'à Auschwitz. C'était bien. Dès le lendemain, on nous a amenés à travailler. Et moi, je suis tombée dans une usine. On était les plus menus et les plus faibles. Alors, on n'était que 50 à peu près dans cette usine-là. Les autres, on n'avait pas accès, alors je ne peux pas, mais il paraît que c'était plus dur. Au début, j'étais autour d'une table et j'ai limé des petites pièces, mais après, ils se sont aperçus que je parlais allemand. On m'a
on m'a mis devant une machine, mais alors là, c'était des contremaîtres allemands. Et puis, dans cette usine, il y avait toutes les nations. Il y avait des prisonniers de guerre français, il y avait des Tchèques, il y avait des civils allemands, il y avait des Polonais, mais nous, c'était à part, on ne pouvait pas parler que du travail. On était, si on voulait parler avec quelqu'un qui était à côté d'une machine, voisine de la nôtre, c'était en cachette. Nous, on pouvait parler entre nous, mais pas aux autres, pas les autres ouvriers. Donc, pas aux Français, Il y en avait parmi nous qui parlaient français. Moi, je ne parlais que allemand, hongrois, roumain et allemand. Voilà. Et je ne parlais pas français. C'était venu après, beaucoup plus tard. Et alors, c'était 10 heures par jour devant une machine qui sciait des métaux, des barres de métaux de 2 mètres de long, et il fallait le débiter à petits morceaux de 2 centimètres. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est d'entendre scier du métal toute la journée et 10 heures par jour, une semaine de jour et une semaine de nuit. Quand on rentrait, il fallait se mettre en rang pour partir, et on était escorté par une femme SS ou un SS. Il y avait des Ukrainiens qui ne comprenaient très peu l'allemand. Et puis, c'est nous, il y en avait parmi nous qui parlaient russe, et puis qui interprétaient au SS ukrainien, on interprétait l'allemand. Il y avait les Tchèques qui parlaient un peu russe, et puis on s'arrangeait entre nous. Mais voilà, il fallait travailler 10 heures par jour. Et ça a duré du mois de septembre, donc fin septembre, début octobre, jusqu'à 45 mars. Il manquait de matériel, et alors on nous mettait, j'avais d'autres machines que je fabriquais, des boulons, des gros boulons de 15-20 centimètres. C'était pareil toute la journée ou toute la nuit, et c'était très dur. Mais je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On va poser des questions. Il y a des questions? Oui. Il y a beaucoup de questions, on va ne retenir que 2 questions. Et après, j'ai 11 questions par écrit, je vais retenir. Ah oui, d'accord, oui. Donc, on va prendre 2 questions. Oui. Et les 11 que j'ai fait une synthèse. Très bien. Parce que vous avez déjà la force de nous raconter c'est pas évident. Alors, vas-y. Vas-y. Tu peux prendre la question? Vas-y. Lève-toi. Est-ce que vous avez vu Hitler en personne? Ah non, Hitler ne venait pas voir les prisonniers. Hein. C'est non.
Non, non, il ne venait pas jamais voir les... C'est drôle, cette question me pose chaque fois. Non, 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 j'ai lu. On va prendre que des Non, questions. non, Vas-y, pas les vas-y. prisonniers comme ça. Hein. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous enfuir? Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous enfuir? Ah ben voilà, ça aussi on me le demande souvent. Mais dans l'état qu'on était, on se trouvait, là, le crâne rasé, avec des vêtements plus ou moins propres et puis qui n'étaient pas faits pour nous. On ne savait pas où c'est qu'on était. On se trouvait, on n'aurait pas été loin. Voilà, on était vite. Et puis il fallait avoir une complicité de l'extérieur. Il y en avait qui ne parlaient pas allemand. Impossible de se sauver. Il y avait peut-être quelques prisonniers de guerre, qu'on avait d'autres comportements. Les Allemands avaient un autre comportement avec les prisonniers de guerre qui avaient une conformité. Oui, alors oui, avec les fils électriques, je ne l'ai pas dit aussi. Oui, et puis qu'on a été tatoués aussi. Oui, moi je porte, après la fin, je vous montrerai mon tatouage. Alors, j'ai des questions des jeunes, ils ont 17 à 18 ans, ils ont posé 11 questions. Oui. Mais la question qui revient souvent, quelle est la force qui vous a permis de résister et surtout de pardonner et d'avoir la force de raconter ça aujourd'hui? Quelle est la force qui vous a permis de résister? Oui, oui. De pardonner. Alors, Et pardonner. de raconter. Non, j'ai toujours dit que les coupables doivent payer. Oui. Mais la génération actuelle ne peut pas porter les conséquences de ce que leurs pères ou grands-pères ont fait. Et ils ne sont pas responsables. Alors, ceux-là, ils sont pardonnés. Des crimes qu'ils n'ont pas connus, il m'est arrivé de raconter ça à des jeunes Allemands et j'en ai vu pleurer. Des jeunes qui pleuraient. Qu'est-ce qui vous a permis de résister? Alors, ça, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas moi-même. Je ne voulais pas mourir, mais les autres non plus qui sont morts, ils ne voulaient pas mourir. J'ai accepté, je ne sais pas, c'est la nature. Il y en a qui ont eu la chance, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu de la chance. On ne sait pas expliquer. Moi, j'ai eu la chance de survivre. Et puis j'ai eu quelqu'un, après la guerre, qui m'a pris en charge. Voilà, quand la guerre était... Voilà. Mais à la fin de la guerre, hein, c'était, oui, en 1945, parce qu'on a travaillé jusqu'à la dernier jour de la guerre. C'était le 5 mai 1945. On nous a dit, voilà, vous êtes libres. Il y a le chef de camp qui est venu nous dire, vous êtes libres, la guerre est terminée. Alors, faites ce que vous voulez, venez avec nous rejoindre les Américains, parce que là, où c'était le camp, c'est les Russes qui vont être occupés. Et alors, nous, on ne croyait pas. On avait un groupe de 8 amis. Nous avons dit, les portails sont ouverts, on va prendre
le chemin, on savait où c'était la gare, par où c'était là. On n'a pas vu la gare, mais on savait où c'est que c'était. Et on va prendre un train puisqu'on est libre. Alors, et des trains, on n'avait pas d'argent, bien sûr. On ne savait pas, mais comme on connaissait de l'usine des prisonniers de guerre français, et qu'on a eu d'occasion de parler, parce que eux, ça fait 5 ans qu'ils étaient là-bas. Alors, ils avaient le temps d'apprendre un peu d'allemand. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un que le hasard a voulu qui s'occupe de moi, qui m'a pris en charge. Voilà, mais les autres aussi, ils auraient voulu. Moi, j'ai eu la chance, voilà. Moi, je dis qu'il n'y a que la chance. Alors, on va terminer avec une demande. Les enfants vous demandent quel enseignement, quel conseil vous leur donnez aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'écouter vos conseils. Alors, il n'y a qu'un conseil, c'est la tolérance et l'amour de son prochain. Vas-y, lui donne juste un câlin, et tu lui donnes.